Dernier jalon de ce chapitre sur le patrimoine en France, jalon 3, troisième et ultime jalon pour le bac écrit. Donc jalon 3, le patrimoine, facteur de rayonnement culturel de la France dans le monde et objet d'action diplomatique. Donc dernier jalon que je vous fais en prise de notes en vue de la préparation au bac. Avec une première sous-partie, il n'y en aura que deux, sur le patrimoine, facteur de soft power. Donc, en effet, le tourisme représente 5% du PIB français. Et même avant le Covid, on était à 7,5%. Donc, le tourisme, c'est 5% du PIB français, et encore 50% de plus avant la pandémie de Covid, ce qui en fait le premier pays touristique au monde. Au point qu'on a plus de touristes chaque année qui visitent la France que d'habitants dans le pays. Néanmoins, la France n'est pas le pays le plus rentable pour le touriste, puisqu'on a beaucoup de tourisme frontalier, souvent professionnel, qui traversent la France pour affaires. On peut penser ne serait-ce qu'aux chauffeurs de poids lourds, qui du coup vont dépenser assez moins. Puisque, en effet, un touriste, c'est toute personne passant au moins une nuit dans un pays étranger, ce qui comprend du coup les camionneurs ou les gens qui traversent le pays pour affaires ou pour le transport. Ce qui fait que malgré son chiffre de première destination touristique mondiale en nombre de visiteurs, la France n'est que le troisième pays mondial en termes de revenus touristiques, et cela en prenant encore une fois en compte les chiffres d'avant la pandémie de Covid qui a temporairement chamboulé le marché. Donc la France, premier pays touristique au monde, mais seulement troisième en termes de revenus touristiques. Parmi ceux-là, un élément important qui fait l'objet d'une stratégie politique s'appuie sur le principe des labels. Donc, qu'est-ce que c'est un label? C'est une définition qu'il faut savoir utiliser. Un label, c'est une pratique marketing qui consiste à donner un titre à un produit pour certifier sa qualité. Donc, les labels, pratique marketing consistant à donner un titre à un produit certifiant sa qualité, fait l'objet d'une stratégie politique de la part des autorités françaises. Et c'est utilisé, par exemple, comme on l'a vu précédemment, sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, qui est labellisé comme patrimoine vivant, puisque comme on l'a vu, il contient une mémoire vivante, avec une mémoire qui n'est pas qu'architecturale, mais aussi familiale et professionnelle. Et donc on a cette étiquette donnée pour valoriser un savoir-faire industriel ou artisanal d'une région, afin de le distinguer par leur qualité et leur lieu d'origine. Et cette pratique du label, qu'on a étudiée pour le patrimoine vivant du Nord-Pas-de-Calais, elle est aussi largement utilisée dans l'agriculture et les terroirs, avec la notion d'AOP, avec les AOP, les appellations d'origine protégée, comme le champagne, le Bordeaux, pour prendre l'exemple des spiritueux, qui est largement utilisée pour l'agriculture. Donc cette pratique des labels, elle est largement utilisée pour l'agriculture, avec la mise en place des terroirs, que sont les AOP. Et cette politique, elle est aussi adoptée au sein de l'Union européenne, qui met en place un système équivalent, qui sont les AOC, qui est tout simplement l'équivalent des AOP. Donc l'AOP, c'est le terme juridique français, la désignation juridique nationale, qui est entérinée au niveau européen avec celle des AOC. Donc AOP, ça labellise des terroirs en France, et pour être reconnu en Europe, il faut le faire reconnaître comme une AOC. C'est le niveau au-dessus, et généralement, il y a superposition des deux. C'est-à-dire que les AOC sont aussi au niveau national des AOP. Donc, ces AOP, ou ces AOC, qui distinguent le savoir-faire agricole d'une région, font l'objet d'une rivalité internationale dans de nombreux pays en dehors de l'Union européenne, qui vont refuser de reconnaître ces appellations. Puisque, en effet, pour la France et l'Europe, ça leur permet de distinguer le savoir-faire agricole d'une région. Mais c'est contesté par de nombreux pays, puisque, pour eux, il y a un manque de concurrence, car cette fabrication ne peut pas être importée sur leur territoire. Ça labellise, ça sanctuarise la production d'un territoire. Alors même que de nombreux pays aimeraient pouvoir jouir du prestige du nom de certains produits assez prestigieux en les fabriquant eux-mêmes chez eux. Un exemple très simple, c'est le champagne. Le champagne, c'est un nom de vin spiritueux très prestigieux,
qui coûte cher, qui est considéré comme un vin relativement luxueux, et de nombreux pays aimeraient pouvoir en bénéficier aussi, et donc faire des productions de qualité équivalente de leur point de vue, qui vendraient en tant que champagne. Et du coup, ils contestent le fait que du champagne ne peut être certifié champagne que s'il est cultivé et mis en fût dans le terroir qui correspond à un bassin situé en Champagne. Et du coup, dans leur pays, ils étiquetent leur propre vin blanc mousseux comme du champagne. Donc si vous allez aux États-Unis ou en Australie, ils vont vous vendre du champagne américain et du champagne australien. Mais c'est contraire à la loi européenne, puisque ce n'est pas une AOP ou une AOC dans le cas de l'Union européenne, mais ces pays-là refusent de reconnaître cette labellisation, puisque pour eux, c'est une entrave à la concurrence, puisqu'on ne peut pas importer la production dans leur pays. Ils ne peuvent pas développer un savoir-faire équivalent et profiter du prestige du nom de ce produit. Ce n'est pas une marque pour eux, donc on peut utiliser le nom du produit. Et donc il y a une concurrence, une rivalité plutôt internationale entre les pays qui acceptent de le reconnaître et ceux qui ne l'acceptent pas. Mais au-delà des enjeux purement économiques, de vendre le produit, de savoir si un pays étranger peut profiter du marketing autour du nom d'un produit et vendre un produit en le faisant labelliser avec le même nom, les labels permettent aussi de faire connaître, de donner une bonne image pittoresque de la France à l'international. En effet, le patrimoine français est mis en valeur lors de grands événements comme les Jeux Olympiques ou, plus régulièrement, comme le Tour de France, qui, je le rappelle, est le troisième événement le plus regardé dans le monde, après les JO et la Coupe du Monde de la FIFA, devant la Coupe du Monde de rugby. Or, le Tour de France, il va particulièrement médiatiser les campagnes et les paysages français, y compris les différents terroirs agricoles français. Et du coup, cette image, qui est valorisée par les grands événements, qui est valorisée par le prestige culturel des paysages français, est utilisée pour le soft power français. Il est utilisé pour le soft power français en lui permettant d'attirer un certain nombre d'événements internationaux grâce au prestige de certains lieux de son territoire. Ce qui permet, du coup, d'avoir une occasion, d'avoir les grandes décisions prises en France, et donc plus facilement influençables par la politique française. En effet, de nombreux chefs d'État sont accueillis à Versailles, où, comme on l'a déjà évoqué, Paris est la première destination des congrès d'affaires, donc des congrès d'entreprise. Du coup, ce patrimoine, aussi bien historique que le patrimoine des terroirs, de la bonne image de la France, parce que tous les congrès n'ont pas lieu à Paris, un certain nombre de congrès ont lieu à la campagne, notamment dans des châteaux du Bordelais, à côté des vins du Bordelais, des mariages prestigieux, beaucoup de stars se marient non pas aux États-Unis, là où elles travaillent, dans les milieux du show business californien, mais souvent dans des châteaux en France, des châteaux qui sont souvent annexés à un vignoble. Et donc, cette gastronomie française, cette image gastronomique française, du terroir et de l'agriculture française de qualité, joue aussi un rôle pour le soft power français en lui permettant d'accueillir un certain nombre d'événements prestigieux et donc d'avoir une influence sur ceux-ci. Et en effet, c'est donc un atout pour la diplomatie française qui va chercher à marchander ce patrimoine. Alors, ça, on l'a déjà évoqué dans des choses qui n'ont pas à voir avec l'aspect agroalimentaire, mais qu'on a pour le patrimoine de manière générale, comme par exemple le Louvre qui a ouvert une antenne à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. À un moment justement où les Émirats du Golfe cherchent à accueillir des événements prestigieux comme on l'a vu avec la Coupe du Monde au Qatar. Donc diplomatiquement, la France peut bénéficier d'un relais par l'influence culturelle sur les élites des autres pays, du prestige de son patrimoine et de sa culture, et y compris, notamment, de sa gastronomie, qu'on va développer plus en détail maintenant avec le jalon 3, patrimoine immatériel, le repas gastronomique français. Donc on vient de voir une partie plus générale sur le patrimoine comme facteur de soft power, en illustrant aussi bien avec les monuments qu'avec des éléments de la gastronomie française et du
terroir et de la production agricole française. Et on va maintenant développer davantage sur le cœur du jalon, à savoir le repas gastronomique français. Alors, en 2010, l'UNESCO décidait, ou plutôt acceptait, parce que c'était à la demande de la France, de classer le repas gastronomique français comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc cette catégorie de patrimoine culturel immatériel de l'humanité, c'est une catégorie qui a été créée en 2003 à l'UNESCO et qui avait pour objectif de protéger les pratiques culturelles et le savoir-faire traditionnel, et pas uniquement de protéger les sites et les monuments historiques. Donc c'est une ouverture de l'UNESCO qui ne se contente plus de protéger que les sites et les monuments historiques, mais aussi les pratiques culturelles et le savoir-faire traditionnel. Donc c'est une nouvelle catégorie. Après les monuments, le patrimoine naturel, le patrimoine vivant, on a une nouvelle catégorie de patrimoine reconnue à l'UNESCO qui est celui de patrimoine immatériel. Et cette nouvelle catégorie, du coup, elle implique qu'elle valorise une culture distinguée par rapport aux autres. Alors, à quoi ça va servir? Donc, je reprends de manière plus spécifique ce qu'on vient d'expliquer dans la sous-partie précédente, puisque c'est un outil marketing inestimable pour l'industrie agroalimentaire française. L'industrie agroalimentaire française, elle représente 3,5% du PIB. Et surtout, c'est un des premiers excédents commerciaux français, derrière l'aéronautique certes, mais qui dégage des milliards d'excédents à l'exportation chaque année. Et pourquoi c'est important? En plus de ce qu'on vient de dire, puisque l'agroalimentaire, si on l'additionne à la restauration et à l'agriculture, ces trois secteurs cumulés représentent le premier pourvoyeur d'emplois en France. Donc la France, en plus d'être une part importante de son PIB sur tous ses excédents commerciaux, c'est simplement une part majeure de son taux d'emploi. Du coup, valoriser la culture gastronomique française, c'est aider, faire le marketing d'un des secteurs économiques majeurs du pays. Cela joue, comme on l'a vu avant, un rôle dans les négociations diplomatiques, mais aussi dans les rapports de force internationaux. Et un exemple connu, c'est que les États-Unis, que j'ai abrégé ainsi, imposent régulièrement des taxes douanières sur les productions agricoles européennes, à chaque fois que l'Europe entreprend des réglementations ou des taxes qui impliquent les entreprises américaines. Et notamment, cas connu, à chaque fois que l'Europe entreprend de taxer ou de faire une régularisation fiscale des GAFAM, comme par hasard, le Congrès américain vote une loi de surtaxation des importations agroalimentaires européennes qui entrent aux États-Unis. Donc c'est un outil de pression largement utilisé, notamment par les États-Unis. Mais ce secteur agroalimentaire français, il joue un rôle marketing aussi qui sert à valoriser le tourisme et le patrimoine français. Et notamment un secteur qui est celui du luxe à la française qui représente 3% du PIB français. C'est-à-dire une part du PIB équivalent à l'automobile ou à l'aéronautique. Donc le luxe, qui est un secteur parallèle, bénéficie justement de cette bonne image distinguée de la culture française et notamment du repas gastronomique français comme un élément prestigieux. Et ça fait longtemps que le repas gastronomique français joue un rôle important, un rôle diplomatique important, puisque Louis XIV s'en servait à Versailles lors des grandes fêtes et de la société de cour à Versailles. Et la cour française, qui était la plus prestigieuse, a imposé ses normes au cours du reste de l'Europe en utilisant les fêtes et les spectacles lors des négociations diplomatiques. Et donc les repas fastueux jouaient un rôle central dans ces grandes réceptions et dans ces négociations diplomatiques. C'est resté, et ça s'est amplifié avec la Révolution française, puisque avec la Révolution française, de nombreux nobles se sont exilés aux quatre coins de l'Europe et ont emporté avec eux leur chef cuisinier. Ce qui fait que le repas luxueux français s'est diffusé en Europe et a gagné en prestige dans la haute société française, à cette occasion, ou plutôt a encore amplifié son prestige.
Le 19e siècle, qui comme on l'a vu plein de fois, voit la montée du nationalisme, voit aussi l'accentuation d'un certain nombre de consommations culturelles de la nouvelle bourgeoisie. Ce qui amène en 1900 la création du guide Michelin. Donc le guide Michelin, qu'est-ce que c'est? C'était à l'origine un guide qui était offert pour l'achat de pneumatiques. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas très prestigieux, sauf que les pneumatiques à l'époque c'était réservé à ceux qui traversaient la France en voiture ou à la rigueur en vélo. Et donc qui faisaient régulièrement des haltes dans les hôtels et les restaurants. Autrement dit, c'était des gens aisés, fortunés. C'était les vacances de l'époque pour la haute bourgeoisie française. En tout cas, la haute et moyenne bourgeoisie. Et du coup, bah, leurs principaux vendeurs de pneus leur a offert un guide des restaurants et hôtels dans lesquels s'arrêter. Et c'est ainsi que le guide Michelin, il est devenu avec le temps la référence française puis internationale pour distinguer les restaurants haut de gamme. Donc, encore une fois, face à cette prestige de la culture française, des restaurants, des hôtels, de la bonne gastronomie, ce qui était à l'origine un guide français s'est progressivement imposé par sa qualité, par sa réputation auprès des élites internationales, comme le guide de référence pour distinguer les restaurants haut de gamme dans le monde entier. En effet, le guide Michelin décerne chaque année des étoiles, ou des macarons comme on dit parfois, aux grands chefs des restaurants du monde entier. Donc un restaurant haut de gamme, c'est un restaurant qui a des étoiles, ou des macarons, comme vous préférez, au Michelin, et qui arrive à les maintenir chaque année. Et on voit à l'international une course au prestige pour les restaurants de luxe, en essayant d'acquérir ces macarons, ou dans certains cas, lorsque certains gouvernements vont chercher à les valoriser en développant des classements parallèles, comme notamment par exemple le classement Goût de France, qui a été développé par le gouvernement français, d'autres pays en ont fait des équivalents. Mais donc, c'est devenu une sorte d'étalon pour distinguer sa haute gastronomie et ses restaurants haut de gamme. Alors pourquoi c'est aussi important, toute cette gastronomie, pour l'économie et les politiques français? Parce que c'est une activité à forte valeur ajoutée et dont les emplois sont difficilement délocalisables. Donc en gardant un prestige sur notre gastronomie, on continue à faire venir des riches touristes pour consommer dans les restaurants français et donc à valoriser quelque chose qui va continuer à être fabriqué et à faire de l'emploi en France. Si on ajoute à ça que ça attire le luxe, ça attire le tourisme de luxe, donc les touristes qui dépensent beaucoup, les chefs d'entreprise pour leurs congrès, que ça fait le marketing pour les entreprises de luxe françaises qui sont un secteur économique important, la gastronomie, la bonne image de la gastronomie française, a des intérêts économiques importants. Et enfin, elle est elle-même un secteur économique majeur pour l'économie française. On a donc un enjeu qui est à la fois économique et diplomatique pour attirer les congrès, les événements importants, mais aussi pour soutenir, directement ou indirectement, de nombreux secteurs de l'économie française, que ce soit l'agriculture et le secteur agroalimentaire lui-même, ou les secteurs qui lui sont proches et qui bénéficient du prestige de la gastronomie française, comme le luxe et les restaurants haut de gamme, qui sont des secteurs aussi majeurs de l'économie française. Et cette gastronomie, je ne l'ai pas mis sur le diapo, mais elle se différencie par sa grande diversité. C'est-à-dire que quand vous parlez de la gastronomie italienne, tunisienne, japonaise, vous pensez à un type de plat. Quand vous parlez de la gastronomie française, vous ne pensez pas à un type de plat en particulier. Il y a toute une série de plats qui viennent des différentes régions. Et c'est souvent soit des plats de viande en sauce avec des légumes, bœuf bourguignon, gratin dauphinois, etc. Soit des plats à base de fromage dans les régions montagnardes, raclette, mais aussi des choses très différentes, comme la gastronomie alsacienne, qui est plutôt d'obédience allemande, la gastronomie du Nord, qui ressemble à celle de Belgique, et donc c'est une gastronomie qui se veut très très diversifiée, mais qui a une image internationale comme une gastronomie haut de gamme de qualité, avec des plats élaborés, alors même qu'il y a d'autres gastronomies de bonne qualité. Mais donc elle joue là-dessus pour maintenir un secteur économique, agricole et agroalimentaire dynamique. Donc je rappelle que l'agricole c'est la production de matières premières agricoles et l'agroalimentaire c'est les industries qui les transforment pour en faire des produits qui vont ensuite être commercialisés à l'international. Donc c'est la transformation des matières premières agricoles, l'agroalimentaire, donc qui est une industrie dynamique et qui
supporte d'autres secteurs économiques comme le luxe, mais qui sert aussi de relais d'influence et de soft power en France. Donc je vous laisse prendre ça et je ferai une reprise rapide lors du prochain cours.